Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir regardé ce documentaire avec beaucoup d'attention et même de recueillement sans doute. Je vais appeler avec nous Monique Bitoubingui, qui est aussi une métisse de la colonisation, qui est née en RDC et qui a signé l'État belge en justice pour crimes contre l'humanité. Monique, je vous en prie, venez. Monique est accompagnée de sa fille. Voilà, Monique est accompagnée de sa fille, Monique Fernandez, qui va participer au débat avec nous, parce que ces traumatismes sont également des histoires familiales et qui malheureusement se transmettent. C'est aussi ce qu'elles vont nous expliquer. Pour comprendre un petit peu la partie historique de tous ces événements, nous sommes avec Emmanuelle Saada, qui est historienne à la Columbia University à New York. Alors ses recherches, Emmanuelle, je vous en prie, vous pouvez venir vous installer. On peut l'applaudir également. Monique, voilà, Emmanuel, dont les recherches portent sur l'histoire des métis dans l'Empire français, sur l'histoire des relations entre race et citoyenneté, généralement sur l'histoire du droit colonial dans l'Empire français. Et puis nous allons accueillir Michèle Hirsch, qui est avocate en droit pénal et spécialiste des affaires internationales. Voilà, Michèle Hirsch, qui est avocate au barreau de Bruxelles, qui est également inscrite sur la liste des conseils à la Cour pénale internationale et qui est donc l'avocate de Monique. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, peut-être pour commencer, je vais m'adresser à vous, Monique. Peut-être tout simplement, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces images-là ? Ça me rappelle tout ce que j'ai vécu. Je vous en prie. Ça me rappelle mon enfance. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être en quelques mots, Michèle, comment ça s'est passé pour vous? À quel moment et quand vous avez été séparée de votre mère? Je me rappelle très bien, comme si c'était hier. J'avais à peine 4 ans. J'étais chez mon grand-père, qui était notable du village, avec ses enfants. Ils habitaient ensemble. Mon oncle était un grand chasseur, donc on avait la nourriture, la viande comme on voulait. Un jour, il y a un monsieur, un blanc, qui est arrivé. Et tout le monde est parti le voir. Et moi-même aussi, ma petite tante me portait sur le dos. Je suis parti voir ces blancs. On l'appelait les blancs. Et au retour, j'ai vu, ma famille était triste. Ce n'était plus comme d'habitude. D'habitude, il y a la joie. Je danse pour toute la famille. Il y avait une très bonne ambiance là. Et ce jour-là, tout le monde était triste. Nous sommes partis dormir très tôt matin. Ma grand-mère, je n'ai plus vu ma mère. Ma mère était partie parce qu'elle ne voulait pas voir comment on m'amenait. Et ma grand-mère, ma mère, et ma petite tante et mon oncle m'ont porté parce que là où on devrait partir, c'était très loin. On a marché à pied. Mon oncle triste. On a fait 2 jours en route. Et le 3e jour, nous sommes arrivés. Il y avait une très grande fête. Il y avait une très grande fête là-bas. Dans la maison des Blancs, il y avait une fête. Nous sommes arrivés là-bas. Et d'un coup, je n'ai plus vu ma famille. J'ai cherché, dans chaque personne, je regardais, je cherchais ma tante, ma grand-mère, mon oncle, il n'y avait plus personne. J'ai commencé à pleurer, j'étais là, je ne voyais personne.
Après, j'ai tellement pleuré que je me suis couché par terre. Il y a une des filles qui avait la même couleur que moi. Elle est venue me chercher. Elle m'a pris, elle m'a donné une mangue. Elle m'a pris et puis nous sommes partis si je veux dire, dans notre enclos. Nous sommes partis là-bas et on devrait suivre, j'avais 4 ans, je devrais suivre toutes les filles. La nourriture, c'était infect. Chaque après-midi, nous les petites filles, on devrait aller chercher les feuilles de patates douces dans le village, derrière les maisons des gens où tout le monde, dans le village, il n'y avait pas de toilettes. Hein. Tous les gens du village allaient derrière leur maison et nous maintenant, on devrait aller chercher les feuilles de patates douces là-bas. Et quand on apporte ça, on prend les feuilles, c'était pour nous pour manger, avec les boules de foufou qu'on prépare, on prépare les boules de foufou. Et les restes, on donnait au lapin. Et c'était comme ça notre vie. C'est toute une vie, je ne peux pas raconter tout à un jour, ce n'est pas possible. Donc nous sommes restés là-bas, on était une vingtaine, et la vie était très très difficile. On n'avait pas une place pour dire que c'est les enfants des Blancs, non. On était là dans un enclos, on allait à l'école les pieds nus, avec tous les enfants à l'école. Les enfants même des villages mangeaient même mieux que nous. Les matins, il n'y avait rien. On mangeait une fois par jour les boules de foufou avec les légumes qu'on allait chercher. On ne connaissait plus la viande. La viande, c'était quelque chose qu'on ne connaissait presque plus. Et ça durait comme ça jusqu'à quand il y a eu l'indépendance. À quel moment est-ce que vous avez quitté cet endroit? J'ai quitté cet endroit, j'avais l'âge de 16 ans et demi. Je me suis marié, j'avais 16 ans et demi. Je voulais quitter pour aller voir une vie meilleure. Monique, vous êtes la fille, vous appelez Monique Fernandez, vous appelez Monique comme votre maman, vous êtes la fille de Monique Bitou. À quel moment est-ce que vous avez connu l'histoire de votre mère, pris conscience des traumatismes qu'elle portait en elle? Donc, vraiment prendre conscience de cette histoire, ça date de 2018. Avant ça, on a toujours eu des petites histoires de ce qu'elle faisait quand elle était petite, ou bien certaines réactions qu'elle avait quand elle voyait certaines choses. Par exemple, des camions de betteraves, elle peut sursauter. Elle peut sursauter, elle a peur, ou quand elle voit des militaires, on voit directement son visage change, sa façon de se tenir. Donc c'est vraiment une peur qui était ancrée, mais nous, en tant qu'enfants, on ne savait pas pourquoi. Et puis, je veux dire, au mois d'août, en 2018, c'est là qu'on a eu toute l'histoire. Mais on était tous aussi déjà majeurs. Alors pourquoi 2018? Peut-être si vous pouvez revenir sur ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous reposerai la question également, Monique, mais quel a été le moment déclencheur qui a fait que vous avez pu parler à ce moment-là? Mais au fait, je crois que ma mère et mes tantines, donc ce ne sont pas vraiment mes tantines de sang, mais ce sont de ce qu'elles ont vécu ensemble. Ce qui s'est passé, je crois que maman, au fait, a plutôt attendu jusqu'à ce que ses enfants soient assez grands. Les tantines se sont réunies et elles ont commencé à parler. Et nous, on était là, on a aussi commencé à poser des questions. Et il y a des choses qui sont sorties. On s'est dit, mais c'est pas normal, c'est pas quelque chose qu'il faut accepter. Elles ont gardé ça tellement longtemps juste entre elles que je ne sais pas, peut-être que pour elles, c'était quelque chose qui n'était pas si grave, parce qu'au fait, ce sont des femmes qui sont très fortes. Ce sont des mamans métisses, elles ont vécu des trucs horribles. Donc, elles sont habituées à être toujours fortes. Et puis, à ce moment-là, donc ces filles, ces enfants, on s'est réalisé que non, ce qui s'est passé, c'est pas bien, il est temps d'en parler. Monique, vous n'avez jamais voulu en parler à vos enfants avant cela, et on voit aussi dans le documentaire
qu'un des messieurs qui est suivi dans ce documentaire aussi a toujours refusé d'en parler à sa fille, avec cette phrase à quoi bon finalement, et on entend sa fille lui dire mais c'est quand même mieux que tu nous en aies parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous n'avez jamais mis des mots dessus pendant que vos enfants grandissaient? Pourquoi vous n'avez jamais abordé cette question-là avec vos enfants? Bon, ce qui se sont passés, ce sont des choses... on ne voulait pas traumatiser les enfants. J'ai attendu jusqu'à ce que mes enfants deviennent adultes. Et c'était beaucoup plus facile pour eux pour comprendre aussi notre situation. Parce que pour une maman, tu ne dois pas dévoiler tout ce qui s'est passé parce que tout n'était pas bon. Je ne pouvais pas dire tout à mes enfants. C'est pour ça que j'ai attendu très longtemps. Mais est-ce que c'était nécessaire de traumatiser les enfants? Parce que quand vous dites que beaucoup de choses se sont passées, il y a également eu des violences, des sévices par la suite. Il y a eu beaucoup de choses. On a vécu une vie que mes enfants ne pouvaient pas supporter. On a été arrachés chez nos mamans pour nous mettre dans un enclos, si vous voulez bien. C'était un enclos parce qu'il n'y avait rien. On dormait sur des petites nattes. On n'avait pas de couverture pour le froid, on n'avait rien. Quand tu tombes malade, tu n'as rien. Tu te couches au soleil et c'est le soleil qui te guérit. C'était comme ça. Donc je ne pouvais pas dire ça aux enfants, dire voilà, écoute, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses. Emmanuelle Saada, vous êtes historienne, vous avez travaillé sur cette question des enfants métis de la colonisation, notamment sur les métis de la colonisation française, mais pas seulement. Peut-être pour comprendre le contexte historique, ça concerne à peu près combien de personnes et sur quelle durée historique? Merci. D'abord, je voudrais souligner le courage de Monique pour... non seulement de parler maintenant, mais aussi d'assigner en justice l'État belge et de faire surgir cette histoire, et aussi le courage de Maître Hirsch qui les suit ou en tout cas le travail qu'elle fait, qui les suit dans ce combat. Pour moi, c'est important parce que j'ai beaucoup travaillé sur le cas français. Il n'y a pas eu de poursuite dans le cas français, donc c'est assez exceptionnel de faire ces démarches. Les enfants métis, en fait, on peut dire qu'il y en a eu dès le début de la colonisation européenne, les premiers pas des Espagnols dans les Caraïbes. Les mots métis, d'ailleurs, et mulâtres, c'est des mots qui viennent de l'espagnol et qui viennent de cette première rencontre au XVIe siècle. Dans le cas des colonisations modernes du XIXe, du XXe siècle, il y a eu, dès la fin du XIXe, au moment de la conquête, en gros, de l'Afrique subsaharienne, par les Français, mais aussi par les Belges, les Allemands, les Anglais. Il y a eu constitution de populations métisses. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, puisque, comme le souligne le titre du film, ce sont des enfants cachés, des enfants dissimulés. C'était une population qu'on a voulu effacer, et encore plus dans le cas belge que dans tous les autres cas. Et donc, il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'état civil. Hein. C'est très clair dans le cas des enfants belges, qui est sans doute encore plus marqué que les autres cas européens. Il y a eu une tentative d'effacement, finalement, de ces enfants de toute communauté, qu'elle soit la communauté africaine ou la communauté belge. Donc, on n'a pas de chiffres. On évoque approximativement entre 15 et 20 000 enfants pendant la colonisation belge. Pour quelle raison, en réalité, et je vous pose vraiment la question, et j'attends une réponse du point de vue d'une historienne, pour quelle raison est-ce que cela a eu lieu? Quelle était la perception de ces enfants métis qui était nécessaire, entre guillemets, pour justifier ce qu'on leur a fait? Alors d'abord, avant le métissage, il faut être un petit peu cru peut-être, il y a la sexualité. C'est-à-dire que ces enfants, ils naissent
Ils naissent de relations sexuelles entre des hommes et des femmes qui peuvent prendre des formes très différentes. On a vu dans le film des enfants, des jeunes filles qui sont enceintes au moment de leur première règle. Là, on parle de viol, on parle d'abus d'enfants. Il y a eu des modalités très très nombreuses et différentes de cette sexualité, de cette gestion de la sexualité. En gros, pour le dire assez vite, tout le début de la colonisation, les 30-40 premières années de la colonisation, il n'y a pas de femmes européennes. Hein, les femmes qui arrivent, par exemple, au Congo, pour dire au Rwanda, c'est les années 30, les femmes européennes qui arrivent. Avant ça, il n'y a pas de femmes. Donc il y a une mise en place de services qui sont mis, une mise en place de services pour des hommes qui sont à la fois des services de domesticité et qui ont à voir avec la sexualité. Il y avait beaucoup de femmes qu'on appelait des ménagères qui étaient en fait en relation avec ces colons, et qui faisaient le ménage et puis qui aussi assouvissaient les besoins sexuels de ces messieurs. Donc il y a des enfants qui naissent, mais ça vient de relations, encore une fois, qui sont très multiples, qui sont marquées quand même par la contrainte, voire le viol, et voire le viol d'enfants. C'est ça qu'il y a derrière. Ensuite, il y a la façon dont les États gèrent ces enfants, qui ont pris des formes multiples. Dans le cas belge, donc, une tentative d'effacement de ces enfants. En gros, pour le dire... alors en Belgique, dans le cas belge, il n'y a pas eu d'interdiction du mariage. En Allemagne, dans les colonies africaines allemandes, le mariage était interdit. Ça n'a pas été le cas en Belgique. Ça n'a pas été le cas en France non plus. Le concubinage n'était pas regardé de façon très positive, mais était toléré justement à cause des services que les femmes pouvaient rendre. On préférait des concubines à des prostituées, en gros, pour le dire rapidement. Il y avait une idée d'une certaine stabilité, de services finalement gratuits, et on évitait la transmission des maladies vénériennes avec une circulation des femmes trop importante. Donc, encore une fois, il y a des façons différentes de gérer la sexualité et des façons différentes de gérer les enfants. Dans le cas belge, il y a une tentative de dissimulation de ces enfants. On les a enlevés de leur milieu, de leur milieu naturel, des endroits où ils avaient été élevés. On les a, comme on a vu, pris à leur mère. Alors on les a arrachés avec plus ou moins de force, plus ou moins de violence. On a signé à ces mères des décharges. Donc il y avait quand même une impression de légalité. Vous avez signé un papier à la mère, vous avez vu, c'était le pouce. Ces femmes, elles ne savaient pas signer. Ces jeunes filles, elles ne savaient pas signer, donc elles mettaient leur pouce. Et ensuite, on les a emmenés dans des orphelinats qui étaient principalement des orphelinats religieux. Donc ça, c'était une façon particulière de gérer, on va dire, entre guillemets, c'est un mot horrible de dire ça comme ça, mais de gérer la question métisse. Il y en a eu d'autres. Tout ça, si j'entends bien, est donc marqué du sceau de la culpabilité de la part de l'État colonial, c'est bien ça ? Oui. Alors, je suis ni avocate ni juge, mais effectivement, il y a une entreprise, on va dire, systématique d'effacement de ces enfants. On n'a pas voulu les voir, on a voulu les dissimuler, et c'est pas un accident. C'est intéressant parce que les Belges aujourd'hui disent « Oh, c'est finalement un accident de l'histoire ». Il y a des textes, j'ai retrouvé un texte aujourd'hui de 1923 d'un médecin belge qui dit « Oui, les métis, c'est des accidents. Il n'y a pas de race métisse au Congo, c'est un accident. C'est pas du tout un accident, c'est une structure. C'est un système de gestion, encore une fois, de la sexualité et des produits de cette sexualité. » Maître Hirsch, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocate de Monique et que vous assistez donc les métis de la colonisation belge qui ont assigné l'État belge en justice. C'est bien ça. Peut-être une première question pour commencer. Puisqu'on parlait de la colonisation belge, et il y en a eu d'autres, il y a eu des métis dans toutes les colonisations. Qu'est-ce qui, en quelque sorte, fait la particularité de la colonisation, des enfants métis de la colonisation belge? Ce que j'ai découvert quand j'ai reçu Monique et 4 autres mamans, grand-mères métisses dans mon bureau, je ne connaissais rien de l'histoire. Et ce qu'on a découvert est véritablement, grâce à leurs témoignages, grâce aussi à des documents
que Monique a été chercher il y a 40 ans dans la mission au Congo, où elle était en réalité séquestrée jusqu'à l'indépendance. Ce qu'on a découvert, c'est un crime d'État. Ce qu'on a découvert, c'est que l'État belge, le colonisateur, avait mis un système en place pour éliminer les métis, pour éliminer les enfants métis. Et c'est un système qui implique en réalité tous les organes de l'État. Alors, ça s'était produit avant la guerre, dans les années 1910, 1915 et suivantes. Mais ce système a été remis en place ou poursuivi après la guerre, après le jugement de Nuremberg, et notamment par des normes qui ont été adoptées par le Parlement belge en 1952. Et ce système implique que les enfants métis vont être recensés. Il y a eu un recensement des métis au Congo, en tout cas, en 48, en 47 ou en 48. Des ordres sont donnés aux fonctionnaires de la colonie pour enlever tous les enfants métis, de gré ou de force, à leur mère noire, pour les mettre sous la tutelle de l'État. Il y a des commissions de tutelle qui sont instituées. Les enfants changent de nom, de prénom, de date de naissance et sont nés de pères inconnus, alors que, bien entendu, c'est les enfants Van de Meulebroock qui sont de pères inconnus. Tout le monde le sait, bien sûr. Et avec l'accord de l'Église et de certaines institutions religieuses qui acceptent de prendre les enfants entre 3 et 7 ans, les filles uniquement, parfois les garçons de tel à tel âge, et que l'État belge va payer pour garder ces enfants, souvent à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de leur famille d'origine. Et ça s'appelle un crime contre l'humanité. Quand un État organise, pour des raisons raciales, la ségrégation d'enfants, alors je dois vous dire que les enfants, des ordres étaient donnés pour que les enfants soient enlevés à leur mère à l'âge de 3 à 5 ans. Il y a des exceptions, bien sûr. Pourquoi 3 à 5 ans ? Parce que les institutions religieuses n'avaient pas envie de s'occuper de bébés qui n'arrivaient pas à marcher ou qui n'étaient pas propres. L'âge de 3 ans, c'est aussi la fin de l'allaitement. Et c'est pour cette raison-là que des enfants aussi jeunes, mais pas des bébés, ont été enlevés. En 2019, Charles Michel, Premier ministre de la Belgique, a présenté des excuses au nom du gouvernement fédéral aux métis de la colonie belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances vécues. 2 ans plus tard, c'est l'Église catholique belge qui a également présenté des excuses. Et puis, vous avez attaqué l'État belge, puisque vous avez considéré que les excuses, ce n'était pas suffisant. Peut-être avant de vous demander où est-ce qu'on en est de l'affaire judiciaire, j'ai envie de vous demander, Monique, quel a été le déclencheur qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit il faut maintenant aller en justice, que vous avez décidé de briser ce silence au fond dans lequel vous viviez, vous et votre famille, et vous avez décidé de porter publiquement cette affaire. On a décidé parce qu'on ne pouvait pas garder tout ça pour nous-mêmes. Il fallait que les Belges connaissent ce qui s'est passé au Congo. Et il fallait aussi, comme l'État avait reconnu
il avait demandé l'excuse. Mais l'excuse ne suffit pas. L'excuse ne suffit pas. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Il fallait que l'État assume autrement. L'État devrait assumer. Hein. Il doit reconnaître qu'il a fait du mal. Il nous a vraiment, il nous a tués, moralement, physiquement. Une simple excuse ne suffit pas. Une excuse, par exemple, quand tu vas sur la route, tu cognes quelqu'un, son portable tombe, tu retournes, tu demandes l'excuse. C'est ça. Mais nous ne sommes pas au niveau de l'excuse. Nous sommes au niveau des réparations. L'État doit réparer ce qu'il a commis comme crime. Maître Hirsch, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je crois que c'est en 2021 que l'action a été entreprise. Un peu avant. Un peu avant. Mais nous avons eu... nous avons plaidé devant le tribunal de première instance de Bruxelles et nous avons perdu. Première instance. En première instance. Et bon, le combat n'est pas fini. Mais nous avons perdu parce que le tribunal a considéré que l'enlèvement d'enfants pour des raisons raciales et le système qui avait été mis en place par la Belgique, qui n'est pas contesté, qui est même admis par le Premier ministre dans les excuses qu'il a présentées, Charles Michel, au nom de l'État belge aux Métis. Le premier juge a considéré que si aujourd'hui on pouvait parler de crimes contre l'humanité, à l'époque on ne pouvait pas en parler. Et que peut-être, au regard du jugement de Nuremberg de 1948, enfin il y a plusieurs jugements, il fallait apprécier la gravité des faits au regard de l'incrimination de crimes contre l'humanité. Alors on a interjeté appel et l'affaire vient d'être fixée devant la cour d'appel. Et c'est fixé les 17 et 18 juin prochains. Et voilà, on continue à se battre. Et j'ai bon espoir. Il faut voir aussi quelles seraient les conséquences d'une condamnation de l'État belge sur base d'une faute qualifiée de crime contre l'humanité qui octroierait des dommages et intérêts à des victimes, à des métis, pour les faits commis durant la colonisation. Ce serait un arrêt historique. Un arrêt historique, parce qu'en plus le crime contre l'humanité, il faut le rappeler, est un crime imprescriptible. Alors vous parlez d'histoire. Emmanuel Saada, si l'appel était retenu, quelle pourrait être la portée historique précisément de cette affaire, à la fois pour la Belgique, mais pour le reste du monde, puisque des histoires comme celle de Monique, il y en a dans toutes les colonies, et donc potentiellement concernent plusieurs pays européens. Quelle serait la portée historique d'une telle décision? Ça serait une portée historique très importante. D'abord, pour faire surgir l'histoire de ces enfants, il y a eu, encore une fois, des enfants métis qui ont été maltraités, pour utiliser le mot le moins intense, dans toutes les colonies des empires européens modernes, en Afrique, mais aussi en Asie, en Australie, dans les îles de l'océan Pacifique. Et effectivement, c'est quand on ajoute tous ces gens, ça fait beaucoup de gens. Ça reste des petits nombres par rapport à l'ensemble de la population mondiale.
Mais c'est une histoire qui est, encore une fois, qui a été cachée et qui reste une histoire méconnue en France, en Belgique, en Italie, dans tous les grands pays européens. On parle très peu de ces enfants-là. Aussi parce que je pense qu'ils ont leur vie a été tellement affectée, les difficultés ont été tellement grandes, que le traumatisme a été tellement intense que ça a pris beaucoup de temps pour eux de raconter cette histoire. C'est l'histoire de Monique qui nous explique qu'à un moment, c'était plus possible de taire cette expérience ou ces expériences. Mais pendant très longtemps, ces histoires ont été couvertes de silence. Donc pour ces individus et leurs descendants, leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est important, cet arrêt serait historique pour faire ressurgir une forme de justice. Et là, on parle de réparation. Quand on parle de réparation sur les questions coloniales, souvent on parle de durée très longue. On parle de dizaines, de centaines d'années. Sur les questions de l'esclavage, par exemple, un des arguments qui est très souvent utilisé contre les réparations, c'est que c'est passé il y a tellement longtemps qu'on ne peut plus attribuer les responsabilités. Là, la responsabilité, elle est claire. Les gens qui ont été les victimes sont là, sont vivants. C'est dans leur chair, dans leur psychisme que ces blessures existent encore aujourd'hui. Donc c'est pas seulement des réparations, c'est des réparations de dommages qui doivent leur être faites. Ça, c'est la première chose. Donc c'est ces individus à la descendance. Mais plus fondamentalement, je crois que cet arrêt pourrait aussi porter reconnaissance d'une violence quotidienne de la colonisation. La colonisation, ça s'est fait avec des hommes, des femmes, qui ont été en relation les uns avec les autres, pas seulement, avec une violence qui n'était pas seulement celle des armes, de la conquête, des massacres, il y en a eu des massacres, de l'esclavage, du travail forcé. Et toutes ces choses-là, c'est une violence extrêmement visible. Il y a aussi une violence souterraine des relations entre hommes et femmes, qui a été le quotidien de la colonisation. Et je crois que cet arrêt, il était en faveur des plaignantes, puisque c'est principalement des femmes qui ont porté plainte, 5 femmes, eh bien, cet arrêt, il serait aussi une façon de reconnaître que la violence de la colonisation, elle a été dans le domaine de l'intime, dans le domaine des relations interpersonnelles aussi, c'est important. Peut-être une question supplémentaire de cet état de fait, de ce regard qui a été porté pendant des années et des années, pendant des décennies sur ces métis et compte tenu de leur histoire. Qu'est-ce qu'il reste au fond dans les sociétés européennes, parmi les populations, de cette histoire? Vous avez dit que cette histoire est assez peu connue, en réalité, en Belgique, en France ou dans d'autres sociétés. Mais la violence a été telle et a considéré un tel nombre de personnes que, j'imagine, nécessairement, elle a infusé dans la société. Donc, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Ça, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre rapidement. Moi, je dirais que ce qui s'est passé avec la question des métis, c'est qu'il y a une racialisation des relations entre les êtres humains. D'une certaine façon, pour moi, le métissage, ce n'est pas le produit de 2 races. C'est le moment où les enfants métis apparaissent, où on doit se définir comme une race. Les Belges, ils se sont définis comme des Blancs parce que, à un moment ou à un autre, ils ont eu des enfants avec des femmes africaines et ils ont dû dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants ? Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dû inventer, enfin, c'est pas seulement à ce moment-là, mais c'était une des occasions dans lesquelles toute la question de la supériorité raciale blanche a été produite. La séparation, la ségrégation, c'est un produit en fait de cette rencontre et pas seulement quelque chose qui arrive en avant. Et moi, je crois que fondamentalement, et c'est pour ça que moi je me suis intéressée au métissage, je pense que les relations, même l'idée même d'européen, l'identité européenne, être européen, je pense qu'elle s'est construite dans le monde colonial et elle s'est construite dans ces relations intimes et avec des populations colonisées et dans la façon de gérer les produits de ces relations. Il y a eu à Bruxelles, à la fin du 19e, il y a un institut qui est mis en place par le roi de Belgique, qui s'appelle l'Institut colonial international. Ils se réunissent tous les ans. Il y a des fonctionnaires coloniaux de tous les pays
européens, mais aussi les Américains, les Japonais viennent et tout. Ils sont obsédés par le métissage. Donc tous les 3, ils ont un thème annuel et tous les 5-6 ans, j'exagère pas tous les 3-4 ans, mais les 5-6 ans, c'est les métis. Qu'est-ce qu'on fait avec les métis? Et là, on voit bien, quand on lit ces pages et ces pages, sont horribles, hein, c'est d'un racisme glauque. Et ben, ce qu'on lit aussi, c'est l'idée que on est des Européens, on a une façon de gérer ça, on a une façon de gérer ces problèmes, on a une façon de voir la race. Et en fait, c'est assez incroyable de voir que cette conscience européenne, elle se produit dans une réflexion sur le métissage. Donc, de façon très globale, je pense que c'est ça qui est resté. Maître Hirsch, pour vos clientes, vous avez bien évidemment demandé des réparations. Et en justice, les réparations sont aussi financières. Peut-être en quelques mots, concrètement, qu'avez-vous demandé pour vos clientes que vous défendez contre l'État belge? Alors, on a demandé un montant dérisoire et la désignation d'un expert pour apprécier le dommage. Alors, Préjudice moral, vous voulez dire? Oui. Alors, pourquoi on a demandé un montant dérisoire? C'est parce qu'on n'a pas tellement confiance dans la justice et que si on demande un montant important et qu'on échoue, ce qui a été le cas en première instance, eh bien, un pourcentage du montant qu'on demande sera payé par les plaignantes à l'État belge. Et donc, on a demandé 50 000 € à titre provisionnel. Parce que sinon, les frais de justice étaient trop importants. Merci. Madame Saada, on a parlé des réparations pour les victimes. Il y a aussi les réparations pour l'histoire. Au fond, quel type de réparation est-ce qu'il pourrait y avoir à cette histoire, pour les sociétés, pour les populations? Autre question difficile. D'abord, il y a la question de la vérité et de l'enseignement, de la dissémination de cette histoire, le fait qu'elle soit connue. Comme vous savez, il y a eu une commission qui a été missionnée par le Parlement belge, qui a demandé à une commission d'historiens qui, en 2022, a remis un rapport de 600 pages sur l'histoire de la colonisation en Belgique, par la Belgique. Il y a 2 pages sur les métis, de pages 220 à 222, si ça vous intéresse. Il faut faire beaucoup plus. Il faut plus de travail historique. Il faut enregistrer, faire des interviews avec toutes ces femmes, tous ces hommes dont la vie a été bouleversée, transformée par cette expérience. Il faut faire des interviews, il faut enregistrer leur histoire, la faire connaître. Je crois aussi que la vérité ne suffit pas. Si la vérité suffisait, le monde serait plus facile qu'il n'est aujourd'hui. Si la vérité s'imposait d'elle-même. Donc je pense qu'il faut aussi des réparations qui soient des réparations matérielles. Là, je crois vraiment profondément à l'importance de ce geste-là. Et j'espère que cette plainte va aboutir pour marquer le coup et pour réfléchir en termes de justice collective. Si cette plainte aboutissait, ou peut-être je reformule ma question, cette affaire judiciaire, j'imagine, est observée de près par les autres nations européennes. Si cette plainte aboutissait, quelles pourraient être les conséquences pour des pays dans lesquels il n'y a pas eu de plainte, mais qui sont concernés également par cette histoire des métis de la colonisation, Madame Saada? Alors, dans le cas français, il n'y a pas eu de plainte. En tout cas, sur le sol français, il y a une plainte qui vient de Côte d'Ivoire. Le cas français qui ressemble le plus, en fait, au Congo et Burundi et Rwanda, c'est les enfants vietnamiens qui ont été aussi enlevés, arrachés, il y a à peu près 5000, qui ont été arrachés à leur mère pendant la guerre d'Indochine et qui ont été rapatriés de force donc, entre le début des années 50 et le début des années 60 en France, souvent sans parler français.
qui n'ont jamais revu leur mère, qui ont été placés dans des orphelinats religieux ou laïques. Et on peut très bien imaginer, alors moi j'ai beaucoup travaillé avec ces enfants-là, qui étaient, quand j'ai travaillé avec eux, plus des enfants, mais qui avaient gardé leur âme d'enfants blessés toute leur vie. Donc ils n'ont pas porté plainte, mais le cas est tellement similaire qu'on pourrait très bien imaginer aussi des plaintes dans le cas français. En clair, ça pourrait être une déflagration si vous gagnez en appel. Pour les nations européennes, je veux dire. Ça pourrait être... c'est une affaire à suivre de près parce qu'elle pourrait avoir des conséquences considérables, si je comprends bien. Il y a aussi une possibilité, c'est que l'État belge adopte une loi de réparation. Et c'est aussi ce que nous avons demandé. Monique Bitoubingui, je me tourne vers vous et votre fille. Il nous reste encore quelques minutes avant de passer aux questions de la salle, qui, j'en suis sûre, sont nombreuses. Je vais vous poser une question et je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance si elle vous paraît brutale. Quelle est pour vous l'importance d'une réparation judiciaire quand on sait que, hélas, la justice n'enlèvera pas la douleur? Mais pourquoi est-ce que c'est à ce point important pour vous que la justice passe? C'est très important pour nous parce que on nous a arraché notre dignité. Notre enfance a été arrachée, volée, violée par celui qu'on nous disait que c'était votre papa, qu'on appelait Papa l'État. Donc pour nous, c'est très, très, très important. Monique Fernandez, vous qui êtes la fille de Monique et donc la deuxième génération, et il y en a des milliers comme vous, et vous accompagnez votre mère dans ce combat, et d'ailleurs vous êtes avec elle ici ce soir. Quelle est l'importance pour vous, en tant qu'enfant, d'une reconnaissance de ce qui s'est passé? Pour moi, c'est très important que ma mère ait vraiment la confirmation que sa vie n'a pas été une erreur. Parce que de ce qui me dérange beaucoup, c'est que l'État belge dit « désolé pour les erreurs qui ont été commises dans le passé », mais je veux dire, on parle d'une vie humaine. C'est, oui, métisse, mais c'est une vie humaine. Donc, elle a de la valeur. C'est une personne avec des sentiments qui a été arrachée d'un foyer. Au fait, tout ça, il y avait beaucoup d'amour. Il y avait une mère. Désolée, je veux dire, elle n'a pas demandé tous ces problèmes-là. C'est l'État belge qui a fait un problème juste basé sur la couleur. Donc, pour moi, c'est très, très, très important qu'elle ait cette reconnaissance. Donc, c'est un crime qui a été commis. Ce n'est pas une erreur. C'est un crime contre l'humanité. Et maintenant, elle se bat pour cette histoire, elle se bat pour son histoire. C'est son identité qui a été enlevée, son héritage, c'est son passé, une partie de son futur qui a été enlevée. Donc c'est beaucoup plus grand. C'est pas juste quelque chose, un petit truc où on vient s'excuser. On sait que les traumatismes, hélas, se transmettent aussi de génération en génération, en tout cas qu'il en reste quelque chose. Et c'est pour ça que je vous pose la question, peut-être à titre plus personnel. Vous, fille de Monique Bitoubingui, qu'est-ce que vous attendez de ces réparations, mais pour vous, pour pouvoir vous construire aussi en tant que fille d'une maman qui a subi tout ce que nous avons vu? C'est très difficile parce que je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, j'aime la Belgique. Mais quand on me regarde, je ne fais pas partie de la Belgique. Donc en Belgique, je suis noire. Quand je pars en Afrique, je suis blanche. Donc je n'ai pas cette identité. C'est comme si je ne sais pas dire que j'appartiens à un pays. C'est très compliqué. Donc ça pour moi c'est très important. Pour encore un peu répéter. Est-ce que pour vous c'est important aussi pour la transmission d'une identité congolaise et pour une construction personnelle aussi
débarrasser peut-être des traumatismes transgénérationnels? Oui, 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 absolument. Parce que là, maintenant, on est en train de mener ce combat. On n'a pas encore toutes les réponses, on n'a pas encore cette clôture. Donc, le fait de pouvoir condamner, que l'État belge soit condamné, c'est la clôture. Là, on va de l'avant, aussi bien pour la Belgique, mais aussi bien pour les métis. Donc, c'est des deux côtés. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici ce soir, Monique, rappeler et encore parler de cette histoire douloureuse. Merci à vous, Monique Fernandez, qui avait accompagné votre mère. Merci à vous, Maître Hirsch. Donc, c'est au mois de juin qu'il y aura l'appel et donc nous suivrons. Et puis, Maître Saada, je rappelle donc que vous êtes spécialiste de l'histoire des enfants métis, de la colonisation et que vous avez d'autres ouvrages à paraître. Merci à vous. Peut-être maintenant les questions de la salle. Un micro baladeur se trouve exactement à cet endroit. Donc n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous passe le micro et que vous puissiez poser les questions. Merci de, quand vous aurez le micro, de bien vouloir vous présenter et de dire à qui vous souhaitez poser votre question. Je m'appelle Daniel Prémont, je suis spécialiste des droits de l'homme, de la femme, de l'enfant, des populations autochtones, etc. etc. La question pour Maître Hirsch, le droit pénal n'est pas rétroactif, sauf en cas d'imprescriptibilité de crimes internationaux. Est-ce qu'en droit belge, le crime contre l'humanité est imprescriptible? Et pour Madame Saada, le film montre que l'un des buts de la ségrégation, de la séparation des enfants, c'était de les protéger aussi. Est-ce que ça apparaît? Je ne sais pas, peut-être pas dans le Congo belge, mais dans d'autres pays, que les enfants métis, lorsque les colonisateurs sont partis, ont été discriminés. Quand on connaît l'histoire des albinos, par exemple, une différence de couleur peut porter atteinte à leur intégrité. Je ne sais pas. Merci. Et félicitations à la présentatrice pour les questions et aux intervenants. C'est très intéressant. Maître Hirsch, est-ce qu'en droit belge, le crime contre l'humanité est imprescriptible? Ben oui, bien sûr, comme partout. Mais nous n'avons pas déposé une plainte pénale. Nous avons assigné l'État belge sur base d'une faute. Et cette faute, c'est un crime contre l'humanité. Et l'action civile est dès lors imprescriptible puisqu'elle découle d'une infraction qui est imprescriptible. Sur la protection des enfants, oui, dans une certaine mesure. Dans toutes les colonies dans lesquelles la décolonisation s'est basée de façon conflictuelle, les enfants étaient un des objets, un des enjeux des conflits. Et par exemple au Vietnam, c'est très clair qu'on a rapatrié les enfants des Français parce qu'on se souciait de leur sort après l'indépendance. C'est moins vrai dans le cas belge, je crois. Je pense que dans le cas belge, il y a eu vraiment une... Alors les sœurs, on a une sœur dont on a non pas le témoignage, mais dont on rapporte les propos, qui avait cette vision philanthropique, on va dire. Mais je crois que dans le cas belge, il y a une telle systématicité de l'entreprise d'effacement de ces enfants métis que j'irais plutôt dans ce sens-là. Je pense que ça correspond plutôt à cette logique. De les faire disparaître et en fait dans le cas de l'envoi vers la Belgique, de la faire disparaître dans la population belge avec des adoptions qui sont des fausses adoptions, puisqu'ils ont des parents, donc ils sont normalement pas adoptables. Pardon. Allez-y. Je voulais ajouter que dans le cas de la Belgique, les enfants n'étaient pas destinés à être rapatriés. C'est au moment de l'indépendance que
certaines institutions religieuses ont été évacuées vers la Belgique. Et c'est le cas de Savé, c'est ça. Mais ce n'était pas du tout le cas de Monique. La plupart sont restés au Congo. Il n'était pas du tout question. Au contraire, c'est pas pour rien qu'on rompait le lien de filiation. C'est évidemment parce que ces enfants constituaient en réalité une menace par rapport aux familles belges. Une menace aussi pour la suprématie de la race blanche, comme vous l'avez dit, et peut-être une menace pour la colonie, parce qu'on imaginait que ces enfants ayant du sang blanc dans les veines allaient peut-être un jour revendiquer un pouvoir qui appartenait aux Blancs. Ça, si je peux me permettre, c'est un des grands fantasmes de la colonisation, c'est de voir les métis se venger de leur père en étant les leaders de la contestation nationaliste. Ça, c'est un schème qu'on retrouve, un trope qu'on retrouve dans la colonisation française, dans toutes les colonisations européennes. Cette peur du métis. Qui perdure d'ailleurs peut-être, je me permets de le préciser, dans l'histoire politique actuelle de la République démocratique du Congo, puisque de façon récurrente, lors des élections, quand il y a des métis qui se présentent pour le poste, par exemple, de président de la République et qui ont des états-majors avec aussi des métis, eh bien, on parle du clan des métis. Donc, quand je posais la question de ce qu'il en reste, eh bien, en effet, il en reste des choses aujourd'hui dans l'histoire politique, au moins du Congo. Peut-être d'autres questions dans la salle ? Bonsoir, Hugo Froger, donc originaire de La Réunion. Et quand j'ai vu ce documentaire, ça m'a fait penser à un autre événement de l'histoire de La Réunion et des Outre-mer, qui est l'époque du Bumidum, donc dans un contexte post-colonial, où on arrachait aussi des enfants qui avaient aussi des familles dans les territoires d'outre-mer pour les envoyer en métropole. Parfois, c'était pour aussi du travail domestique, parfois d'adoption dans des familles. Et donc, ma question à Madame Saada, c'est est-ce que ce phénomène ou ces événements sont finis ? Quand est-ce que ça s'est vraiment arrêté ? Ou est-ce que c'est une histoire qui se poursuit, en fait ? Merci. Je ne crois pas que ça se poursuive. C'est une histoire récente. Les enfants de la Réunion, spécifiquement de la Réunion, qui ont été emmenés par Michel Debré, Premier ministre à l'époque, qui a envoyé des centaines d'enfants pour repeupler la Creuse en particulier, dont il était député. Il y avait des problèmes comme vous savez, les campagnes françaises ont connu d'abord un grand exode rural, mais aussi une dénatalité très importante après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Michel Debré s'est dit, tiens, il y a beaucoup d'enfants à La Réunion, il y a des familles très nombreuses, il y a des mères, c'est assez similaire, hein, il y a des mères qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. C'était son jugement à lui, évidemment, c'était pas une réalité. Et donc, on va les emmener à La Réunion. Et donc, en France, il y a eu effectivement des centaines d'enfants. Il y a un très beau livre par un historien qui s'appelle Yvan Jablonka qui a évoqué cette question. Cette question des enfants arrachés à leur mère, privés, coupés de leurs racines, c'est en fait une question assez universelle dans le cas colonial. On a entendu beaucoup parler, je crois, en tout cas aux États-Unis, on a beaucoup entendu parler des Amérindiens qui ont été placés aux États-Unis, au Canada, dans des orphelinats, hein, entre guillemets orphelinats, puisqu'ils n'étaient pas orphelins, mais dans des institutions religieuses où on les considérait comme des orphelins, pour les rééduquer, pour en faire des bons Américains ou des bons Canadiens. Il y a des phénomènes assez similaires en Australie, avec les enfants australiens. Donc il y a un côté un petit peu universel à cette histoire, de finalement coloniser à travers les enfants, prendre les enfants et s'en servir comme des instruments de la colonisation. Mais encore une fois, je crois que le cas belge est un cas d'une cruauté extrême et d'une systématicité sur la longue durée aussi exceptionnelle. Mais sauf erreur, l'Australie et le Canada ont alloué des dédommagements. Pas les États-Unis.
spécialement en Australie et au Canada, vous avez raison, il y a eu des et ça s'est passé sous forme législative. Après des cas, alors il y a eu le Mabo Case au début des années 70, et ensuite, donc c'est ancien, il y a une prise de connaissance ancienne en Australie, et ensuite il y a eu une législation. Bonsoir, je m'appelle Léna, merci beaucoup pour cette discussion et ce fil. J'ai une question pour vous, Madame Monique Bitoubingui, et pour Madame Hirsch. Donc j'espère que l'appel va être un succès pour vous et pour le reste. Ma question c'est si ça ne l'est pas, est-ce que vous avez d'autres possibilités de justice ou pas? Et est-ce que si ça ne marche pas, vous aimeriez poursuivre s'il y a d'autres options en justice ou pas? D'abord, on va essayer de gagner. Monique, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ça que je vais ajouter. J'aimerais bien vous demander, vous êtes une maman de deux enfants, et si une chose pareille vous arrive, quelle est votre réaction? On vient enlever votre petite fille de 4 ans, on va les maltraiter. En tant que maman, qu'est-ce que vous pouvez me donner une réponse? Non, je ne peux pas. Eh bien, je demande à toutes les mamans. Si vous ne pouvez pas me donner une réponse, je demande à toutes les mamans, si on enlève votre fille de 4 ans, on va l'amener, on va mal les traiter, jusqu'à subir des viols. En tant qu'une mère, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'aimerais bien une réponse. C'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il nous reste encore un petit peu de temps pour les questions de la salle. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui demande le micro. Bonsoir, je m'appelle Nigel et je vous remercie. Moi, je me demandais comment est-ce que votre démarche, ce film et tout ce que vous faites vient soulever et accueilli par la population belge aujourd'hui. Est-ce que c'est entendable, audible? Est-ce qu'on est dans le déni? Est-ce qu'il y a quelque chose ou à contrario, est-ce qu'on vous soutient? Enfin voilà, comment est-ce que la population belge se positionne? C'est une question adressée à qui souhaite y répondre. Dans ce genre de dossier, le rôle des médias est déterminant. Et par les médias, je pense qu'on peut faire passer le combat qui est mené, notamment par Monique,
Monique a accepté de témoigner à plusieurs reprises devant les médias. Il faut savoir qu'il faut beaucoup de courage pour chaque fois raconter ce qui lui est arrivé, parce que raconter, c'est revivre. Et à chaque fois, elle a, et les autres plaignantes aussi, le courage de le faire. Mais le rôle que les médias jouent et vont peut-être continuer à jouer est déterminant. Est vraiment déterminant. Merci beaucoup, Maître Hirsch. Il nous reste, je crois qu'on est arrivé au terme de cette session. Peut-être une toute dernière question, je vous en prie. Merci beaucoup. Je m'appelle Annie. Merci pour ce témoignage. Oui. Je disais, je m'appelle Annie. Merci pour ce témoignage qui est nécessaire, crucial et que tout le monde devrait entendre. J'ai une question par rapport aux mères et je m'adresse à Maître Hirsch. Est-ce que les mères qui ont subi ces exactions, est-ce qu'il y a eu un travail pour les retrouver? Est-ce qu'elles ont été retrouvées et est-ce qu'elles ont été prises en compte dans l'assignation de l'État belge? Voilà. Alors, non. Il y a beaucoup d'autres familles, beaucoup d'autres métisses, mais nous menons ce combat pour les 5 plaignantes que nous avons reçues en mon cabinet il y a maintenant quelques années. Et ça n'empêche pas le combat qui peut être mené pour d'autres, mais ce combat-là viendra en son temps. Moi, je m'appelle Eva, je suis rwandaise et belge aussi. Et d'abord, je voulais vous remercier de tout ce que vous faites et de la brillance qui sort de vos mots, de votre cœur et de votre tête, très, très, très brillante. Moi, je voulais, avant de poser la question, je voulais déjà... comment dire? Je voulais déjà parler du fait qu'il y a un retentissement énorme sur plusieurs générations, étant donné que j'ai plusieurs de mes amies très très proches qui elles-mêmes avaient donc des grands-parents et grand-mères et grands-pères qui étaient à Savé, qui ont subi ça, et même si après ils ont eu plusieurs enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants, des familles entières, 3-4 générations ont été très très fort touchées par cela, et voilà, certaines de ces personnes sont décédées, mais je pense que vous portez aussi leurs paroles, leur histoire aussi quand vous dites ça, et en tout cas en leur nom je vous remercie. Après, j'ai une question un petit peu plus spécifique. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y aurait une possibilité de collaborer ou en tout cas de voir aussi la part de responsabilité des États colonisés? Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites, par exemple, par rapport au Rwanda, par rapport au Congo ou quoi? Est-ce qu'il y a un soutien? Est-ce que c'est possible de voir un peu si on peut avoir une autre réponse que celle du Mohamed à l'époque qui s'est retourné et qui a dit bon ben on n'en fera rien, et puis voilà, de toute façon ce sont des enfants de blancs, donc c'est les blancs qui décident. Mais est-ce que maintenant, est-ce que peut-être qu'on pourrait poser cette question-là, je ne sais pas, au Parlement à Kigali ou à Kin, et puis est-ce qu'on pourrait être entendu dans ce sens-là? Merci. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'on en soit là, on va dire. Ça va prendre du temps. Encore du temps. C'est tout ce que je peux vous dire. Maître Hirsch. Je ne comprends pas tout à fait la question, en fait. Parce que vous voulez parler de la responsabilité du Congo ou du Rwanda dans le...
Dans le sens où les mamans rwandaises ou les mamans congolaises, c'est aussi c'est leurs enfants aussi. Donc, est-ce qu'on pourrait peut-être, j'en sais rien, moi je suis pas avocate, et je veux dire, je l'ai pas vécu personnellement, mais je me dis, est-ce que par exemple vous, sur le plan personnel, est-ce que vous pourriez peut-être vous sentir soutenu, ou en tout cas demander un soutien ou un regard ou une, je sais pas, une intervention par rapport à votre grand-mère, enfin au nom de votre grand-mère ou de votre mère à vous, est-ce que sa voix à elle pourrait peut-être être entendue de ce côté-là? Je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui. Est-ce que ça changerait quelque chose? En tout cas, ce que vous dites, peut-être une parole de ces États-là concernant cette histoire, si je comprends bien, c'est ça? Oui, pas au niveau juridique alors, oui, ok. Nous, ce que nous faisons, c'est une procédure judiciaire contre l'État belge. Alors, s'il fallait envisager d'autres responsabilités, à notre niveau, on pourrait envisager les responsabilités aussi de l'Église, par exemple. Mais voilà. Le combat doit être divisé et mené à plusieurs niveaux différents. Merci beaucoup à tous. Nous sommes arrivés au terme de cette conversation. Et merci encore à Monique et à sa fille qui ont eu le courage et la dignité de venir vous présenter leur histoire.